Donc, comment communiquer avec les patients et les familles? Vous imaginez qu'en 15 minutes, c'est compliqué de répondre, et donc je vais vous donner que quelques éléments de réponse, mais qui, j'espère, pourront vous aider ensuite pour réfléchir à tout ça. Donc d'abord, comme je le disais, il n'y a pas de réponse simple, il n'y a pas de solution à cette question. Et le premier message que j'ai envie de faire passer, c'est que le soignant, qu'il soit médecin, infirmier, etc., doit adapter sa communication. On ne va pas parler de la même manière à un patient très âgé ou à une patiente jeune, à quelqu'un qui parle très bien le français versus quelqu'un qui vient juste d'arriver. Et je le dis ici parce que je n'aurai pas l'occasion de le dire plus loin, mais vraiment quand vous pouvez utiliser des supports pour aider les familles ou les patients à comprendre, c'est-à-dire noter les mots-clés, faire des figures, des schémas, c'est très, très apprécié par les familles notamment. Donc communiquer, ça nécessite de faire un pas de côté et d'essayer de comprendre où se situe la personne, qui elle est, d'où elle vient. C'est vraiment nécessaire quand on est à l'hôpital. Et ça nécessite de prendre en compte le point de vue de l'autre, évidemment. Et deux petites notes ici. Du coup, ça veut dire qu'il faut aussi se présenter à l'hôpital. En réanimation, très souvent, on ne sait pas qui est qui. Donc son nom, sa fonction. Et puis, ne pas présumer qu'on sait, ne pas présumer de ce que l'on sait. On pense on imagine que le patient va ressentir telle ou telle chose, et ce n'est pas toujours le cas. Donc la communication, c'est tout ce qui se passe lorsque des individus entrent en interaction, et on ne peut pas ne pas communiquer. Même quand on ne dit rien, on dit quelque chose. Même quand on ne fait rien, on fait passer quelque chose. Un exemple, c'est quand vous croisez un proche dans le couloir du service, la façon que vous allez avoir de le regarder ou pas, de lui sourire ou pas, c'est de la communication, et la personne va en tirer des conclusions. Et puis, la communication se fait au sein d'une relation, et si cette relation elle est jugée mauvaise, eh bien, le contenu de l'information va être rejeté ou déformé ou ignoré. Vous avez peut-être fait l'expérience d'être en situation de tension ou de conflit avec un proche, et vous avez beau lui dire 5, 10, 15 fois la même chose, elle ne peut pas entendre ce que vous êtes en train de dire, parce que la relation est jugée mauvaise, et c'est le bon moment de faire intervenir une tierce personne. Et l'information, finalement, c'est quoi? C'est le contenu du message, c'est ce qui doit être transmis, mais ce n'est qu'une toute petite partie de la communication qui est beaucoup plus large, et c'est bien sur ça que je voudrais insister. Alors à l'hôpital, on est dans une situation asymétrique, dans le sens où le médecin ou le soignant, de manière plus générale, fait son travail, il est dans une situation professionnelle et il détient des informations, mais de l'autre côté, vous avez le patient et la famille qui sont dans une situation plutôt émotionnelle, dans un environnement vraiment qu'ils ne connaissent pas, et qui sont souvent en attente des informations que vous avez, ou en tout cas qu'ils pensent que vous avez. Donc, pour communiquer avec ces patients et ces familles, on va utiliser différentes formes de communication, mais qu'on utilise tous les jours, tout le temps. La communication verbale, non verbale et paraverbale, et je voudrais insister sur ces 3 points. Donc, sur la communication verbale, évidemment, ce sont les mots que l'on emploie pour transmettre un message, et à l'hôpital et en réanimation en particulier, on sait qu'on a tendance à utiliser un certain jargon, et il faut être attentif à ça. C'est un rappel, mais pour avoir observé beaucoup de situations, je sais qu'on a tendance à quand même utiliser ces mots-là. Et puis évidemment, l'état psychologique des patients et des familles fait que ils sont confus, désorientés, etc. Et on avait montré dans un papier qu'on a publié en 2000, mais on a republié un papier en 2019 qui confirmait ce résultat, c'est que le proche ne comprend que la moitié des informations qui sont données par le médecin. Donc l'important, évidemment, c'est ce qui est compris et pas ce qui est dit. Ça, c'est un message clé. Et l'importance, du coup, de la reformulation, mais qui va dans les deux sens. C'est-à-dire, le médecin doit essayer de reformuler les propos du patient et de la famille, ses questions, ses appréhensions, etc., pour s'assurer qu'il est bien sur la même longueur d'onde. Et inversement, demander aux patients ou aux proches de reformuler les informations qui ont été données pour s'assurer qu'ils ont bien compris. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette diapo parce que je n'ai pas le temps, mais évidemment, les mots qu'on emploie ont un sens, ont un certain poids. En réanimation, beaucoup de mots anxiogènes, il faut être attentif à ça. Et puis, des mots moralisateurs. Vous savez, quand ce patient vous dit « mais là, j'en peux plus, je baisse les bras, j'ai plus envie de me battre », et qu'on va lui dire « mais non, vous ne devriez pas dire ça », voilà. Attention, ça veut dire que vous faites un peu la leçon, et il faut privilégier des mots de l'empathie,
voilà, je comprends vraiment que là, vous n'en puissiez plus, vous baissez les bras. On va réfléchir ensemble à comment avancer, etc. Et puis, dernier point, les mots de l'affirmation d'une équipe soignante. Et ça, je pense que c'est important. Évidemment, quand le médecin s'adresse au patient ou à la famille, il est peut-être tout seul, mais derrière, il y a une équipe et c'est important de rappeler que le médecin ne prend pas seul ses décisions, etc. Mais je passe. Et là, un extrait d'un entretien que j'ai fait récemment dans le cadre d'une étude que je fais avec Mathieu Ledors à l'hôpital Lariboisière sur l'expérience des familles du don d'organes en Maastricht 3. Et cette dame, on est 1 an après le décès de son mari, me dit « J'ai trouvé cette annonce très mal faite, très violente, on était carrément sonnés. Donc j'en ai immédiatement parlé à l'infirmière, on a parlé au chef de service, il nous a réunis. Il nous a réexpliqué la même chose en s'excusant. Déjà, ça, c'était très important pour nous. Voilà, en expliquant la même chose finalement, mais pas avec les mêmes mots. Donc, il faut savoir que les mots que l'on emploie peuvent en fait faire basculer une expérience vers quelque chose de plutôt apaisant et plus serein, ou au contraire, vers une expérience traumatique qui va avoir un impact sur les familles, on va le voir à la fin de ma présentation, sur leur qualité de vie, sur le court et le moyen et le long terme. La communication verbale, on sait tous ce que c'est, je pense, c'est comment on utilise notre visage, nos expressions, notre corps, nos postures, nos gestes, etc. C'est comment on se présente aussi, et à l'hôpital, évidemment, les tenues jouent un rôle important. Je trouve que c'est intéressant qu'à la PHP, les badges des médecins soient rouges, par exemple, et puis les rituels de salutation, etc. Alors, à l'hôpital Saint-Louis, dans le cadre d'une étude, on avait filmé une 50aine d'entretiens entre équipes et familles, et on avait pu mettre en avant certaines postures. Alors là, évidemment, les dessins ne sont pas vraiment adaptés, mais c'est vrai qu'on retrouvait certains médecins un peu en position de savant qui expliquent, qui pointent du doigt, voilà. Le médecin un peu plus dans l'opposition, fermé, c'est très difficile de poser des questions, des médecins plus timides, mal à l'aise, et d'autres questions, au contraire, bien présents et ancrés. Voilà, ça c'est un peu anecdotique, mais c'est aussi comment vous allez entrer dans la chambre du malade ou entrer dans la pièce où se trouve la famille qui vous attend. Vous pouvez y aller clairement à regret, on sent que vous n'avez pas envie d'être là. Vous pouvez y aller au contraire bien ancré et on sent que c'est le bon moment pour cet entretien. Vous pouvez y aller en fonçant et puis vous verrez bien, ou vous pouvez y aller en vous disant « Oh là là, je vais passer un sale quart d'heure, elle va pleurer, je ne vais pas savoir quoi faire ». Eh bien, tout ça, les familles et les patients le sentent et ça compte dans votre façon de transmettre les informations. C'est aussi bien sûr les gestes d'empathie, mais je passe un peu plus vite. Donc un autre entretien, ici toujours dans le cadre de la même étude, voilà, on sentait qu'ils étaient mal à l'aise avec nous, ça se voit, ça se sent, c'est leur façon de se comporter, d'avoir l'air gêné, d'éviter le regard quand on pose une question difficile. Alors juste, évidemment, hein, on a bien conscience que c'est difficile, que ça s'apprend, mais j'insiste là-dessus pour que vraiment chacun y pense dans ces interactions. Et puis la communication paraverbale, je vais passer très vite, mais c'est le débit, le ton. Évidemment, si vous parlez très vite, il y a peu de chances que le patient ou la famille vous comprennent. Si vous parlez de manière un peu monocorde, etc., sachez que voilà, les familles sont vulnérables, paumées, et donc il faut essayer de maintenir leur attention. Et puis les silences, bien sûr, sont majeurs, notamment dans l'annonce de nouvelles importantes. Ces silences permettent aux patients, aux familles de cheminer, d'intégrer les informations que vous venez de donner, de vivre leurs émotions pour passer à l'étape d'après si vous voulez continuer à donner des informations. Donc, je voudrais aussi parler de concordance, parce que je pense que c'est important. Vous savez, quand on vous pose des questions, et notamment celle-ci, est-ce qu'il souffre? J'ai peur qu'il ait mal, il n'a pas mal, rassurez-moi. Vous pouvez choisir les bons mots pour répondre à cette question. Soyez rassurés, votre proche est confortable, nous veillons sur lui, il reçoit un traitement adapté. Donc là, vous n'avez pas dit il n'a pas mal et il reçoit des antidouleurs, parce que ça, c'est contre-productif. Mais si votre comportement non verbal trahit un doute, une inquiétude, eh bien, il faut savoir qu'en cas de discordance entre le message verbal et non verbal, eh bien, c'est toujours la signification du message non verbal qui va être retenue. Donc là aussi, c'est des petits tips, mais des choses à avoir en tête. Et puis enfin, l'écoute. Quelques extraits ici d'entretiens que j'ai fait dans le cadre d'une étude sur le deuil. Et là, on est 1 an après le décès en réanimation. Je ne vais pas tous les lire, mais quand on a travaillé sur cette étude avec une collègue anthropologue, on était très étonnés du temps que les familles passaient à nous parler de cette écoute qui était soit présente, soit au contraire manquante. Et pour dire que l'écoute, c'est une compétence. Ce n'est pas quelque chose d'inné. En réalité, c'est difficile d'écouter. Et donc, ça se travaille, ça se
développe et ça peut produire des effets vraiment inestimables. Vous voyez ce que dit cette personne, ce qui est vital, c'est l'écoute, sentir qu'on vous écoute, que vous existez. Donc, sur les impacts de ces différentes formes de communication, vous connaissez sans doute ce schéma, cette figure, mais on sait que finalement, les mots impactent beaucoup moins qu'on ne l'imagine, et la communication non verbale et paraverbale beaucoup plus, alors qu'on maîtrise beaucoup moins ces différentes formes de communication. Alors, est-ce qu'il y a d'ailleurs des spécificités de la communication avec les patients et les familles en réanimation ? Bien sûr, les patients sont dans un état de santé grave, ils ont des performances cognitives altérées, ils sont fatigués, confus, etc. Et les familles, elles, se retrouvent dans un nouveau monde. Voilà, elles ont perdu leurs repères, souvent, elles souffrent de symptômes d'anxiété, de dépression, on l'a montré. Et puis, il y a ce risque chez les familles, c'est que tout est fait pour le malade et elles se retrouvent passives. Et donc, mais on pourrait le dire dans d'autres services à l'hôpital, on a des patients et des proches qui sont particulièrement vulnérables, qui ont besoin d'être compris, d'où cette écoute, et de comprendre bien sûr ce qui se passe pour éventuellement devenir des acteurs de la prise en charge. Et ça, c'est important. Alors, est-ce que la communication, c'est juste un détail? Parce qu'on pourrait se dire, bon, bah oui, le plus important, c'est de bien prendre en charge le patient, etc., bien sûr, mais dans cette étude qu'on avait faite sur le stress post-traumatique des familles, eh bien, on avait montré qu'un tiers des familles présentaient des symptômes d'un état de stress post-traumatique 3 mois après la sortie ou le décès du patient. Mais vous voyez ici en rouge le fait que la famille ait le sentiment que l'information était incomplète, trop difficile à comprendre ou qu'il n'y avait pas assez de temps accordé à l'information. Eh bien là, on a des facteurs de risque associés à une augmentation du risque de développer un état de stress post-traumatique 3 mois après la sortie ou le décès du patient. Une autre étude ici sur les familles endeuillées après un décès en réanimation, eh bien, on avait montré que lorsque la famille était insatisfaite de la communication avec le médecin réanimateur, c'était associé à une augmentation du risque de développer un deuil compliqué 6 mois après le décès sur cette figure, mais c'est vrai aussi à 1 an. Donc non, la communication, ce n'est pas juste un détail, ça vient vraiment altérer la qualité de vie de ces personnes dans les mois qui suivent la sortie ou le décès du patient. Alors très rapidement, puisqu'il me reste 5 minutes, comment améliorer la communication en réanimation? Et je vais axer la réponse à cette question sur 2 essais randomisés qu'on a fait dans le cadre du groupe Famiréa, qui reprennent en fait les différents éléments que j'ai essayé de présenter très rapidement au début de cette présentation. Je vais passer sur le fait d'ouvrir 24 heures sur 24. Donc la première étude était une étude sur l'impact d'une conférence de fin de vie dans les situations où le patient va mourir en réanimation. On avait repris ici une stratégie développée par Randall Curtis aux États-Unis avec un acronyme de VALUE qui était que le médecin qui mène l'entretien pour annoncer la fin de vie essaye de respecter 5 points, de mettre en valeur les propos de la famille, de reconnaître ses émotions, donc de mettre des mots sur les émotions des familles, de l'écouter, parce que par ailleurs, il avait montré dans une autre étude où il avait enregistré une 50aine d'entretiens que c'est ce qu'on rate le plus souvent dans les entretiens, c'est l'écoute, d'essayer de comprendre le patient en tant que personne et d'expliciter les questions que souhaiteraient poser les familles, puisqu'on sait que souvent elles n'osent pas ou elles n'y arrivent pas. Et donc, dans le cadre de cet essai randomisé, on avait utilisé cette stratégie associée à la remise d'un livret sur la fin de vie, et on avait montré que les familles qui avaient bénéficié de cette intervention présentaient moins de symptômes d'anxiété, de dépression et de stress post-traumatique 3 mois après le décès du patient. C'était une étude importante, c'était la première qui montrait que lorsque l'on améliore l'accompagnement en réanimation, eh bien les familles, ça a un impact sur les familles dans l'après. Et puis une autre étude plus récente qu'on a publiée en 2022, c'est une étude un peu plus complexe, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais c'est une autre stratégie de communication auprès des familles de patients pour lesquels une décision de l'acte a été prise. 3 étapes dans cette stratégie, une conférence de fin de vie un peu plus détaillée que ce que je viens de vous montrer, entrer dans la chambre pendant le processus du mourir et puis revoir la famille dans les heures qui suivent le décès. À chacune de ces 3 étapes, on demandait bien sûr au médecin et à l'infirmier de travailler en binôme. On insistait sur la communication verbale et non verbale à chacune de ces 3 étapes et aussi sur les manifestations d'empathie. Donc il a fallu, c'est un essai randomisé en cluster, il a fallu
former, c'est peut-être un grand mot, mais préparer en tout cas ces équipes. Et donc on s'est déplacé, on a fait des réunions, on a fait une vidéo d'animation. Les équipes avaient aussi des checklists avec des exemples de phrases, de questions qu'ils pouvaient utiliser. On insistait pas mal sur les questions ouvertes. Tout à l'heure, vous disiez comment vous sentez-vous, mais ça c'est une question qu'on peut poser aux familles, même dans des situations de fin de vie. Et donc, on a publié ce papier en 2022, et ça a été bien publié parce que l'étude a montré que finalement, l'intervention était associée à une diminution significative des symptômes de deuil prolongé 6 mois après le décès, mais aussi de stress post-traumatique, d'anxiété et de dépression. Donc ça vient confirmer que quand on améliore la communication de l'équipe, là aussi ça a un impact positif sur les familles. Il n'y a pas d'études équivalentes en réanimation sur les patients, c'est pour ça que j'insiste sur les familles. Donc là, par exemple, on montre que le deuil, c'est aussi une expérience sociale qui est influencée par les interactions avec les autres et donc avec les soignants avant, pendant et après le décès. Juste une diapo avant de conclure, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez en France, c'est les questions d'inclusion, de diversité. On a la chance d'être dans une société multiculturelle et il faut être attentif à nos propres préjugés, stéréotypes, nos biais implicites. On en a tous forcément, et ça impacte beaucoup aussi sur la prise en charge des patients et des familles. Et juste ici, j'ai envie de dire que c'est intéressant d'utiliser l'équipe. Dans l'équipe, on a des personnes qui parlent d'autres langues, qui ont d'autres cultures, qui ont d'autres expériences sociales, etc. Donc valoriser les membres de l'équipe en les intégrant dans des situations où c'est nécessaire. Je n'ai pas le temps de lire cet extrait, mais on a fait une étude exploratoire récemment sur les questions de discrimination. Et ce médecin qui disait qu'effectivement, quand on a des familles qui sont très très nombreuses, on a tendance à être un peu plus agressive assez vite avec elles. Donc pour conclure, pour bien communiquer avec le patient et la famille, évidemment, on a à notre disposition des outils, des connaissances, on peut se former, et je pense que les plus jeunes maintenant vraiment sont beaucoup mieux formés. Il faut avoir envie, ça c'est vraiment important, et puis on ne peut le faire finalement que dans un service où déjà l'équipe communique bien, je pense que ça c'est important, et où la culture de service valorise ce temps d'échange et de communication avec les patients et les familles. Tout ne peut pas reposer juste sur les individus, c'est un travail d'équipe, et je pense que c'est de la responsabilité des leaders dans une équipe d'insister sur l'importance de cette communication. Et je vais m'arrêter là. Merci.